Deuxième question que je vous posais, c'est comment socialiser les apprentissages. Alors j'ai vu que cette notion était parfois un peu compliquée à appréhender. Bon, vous étonnez pas, hein, tous les ans c'est un peu ça. Ça fait 2 fois que je travaille sur la question de suite. Ça a été compliqué aussi l'année dernière. Alors, ce que recouvre cette expression, alors, on va d'abord voir ce qu'elle n'est pas seulement. C'est pas seulement socialiser au sens de intégrer les règles sociales, comme on parle de la socialisation à l'école maternelle. D'accord? Quand je dis c'est pas seulement ça, c'est parce qu'il y a de ça, mais c'est évidemment pas, euh, le- ça recouvre pas ça totalement. C'est pas seulement non plus faire travailler les élèves en groupe, même si vous aurez du travail coopératif ou en groupe, euh, qui pourra être fait dans ce cadre-là, et qui même sera souvent fait dans ce cadre-là. Mais il s'agit bien de relier les activités scolaires à des usages de référence. Et j'ai pris l'exemple de l'EPS où on parle d'activités sociales de référence, par exemple. On pourrait faire travailler les enfants, leur motricité sur le jonglage, etc. Mais on va le faire toujours en le liant à l'activité du cirque. Voilà. On redirige ces compétences-là vers l'activité sociale qui sert de référence. De la même façon, on peut les faire travailler avec des tas de raquettes. À un moment donné, on peut aller jouer en petit tournoi, reprendre les règles, le comptage de points du tennis, etc., etc. C'est-à-dire aller vers des usages sociaux de référence, y compris d'ailleurs sous la forme de petits concours, de petits tournois, comme les crosses qui se font très souvent à l'école, etc. L'idée, c'est que euh, les apprentissages qu'on fait, évidemment, s'il y a une part de développement de l'enfant au sens de la logique d'épanouissement qu'on avait vu, s'il y a l'idée qu'il y a des savoirs du côté du sanitaire, on envie de dire, c'est-à-dire de comment prendre soin de son corps, etc., il y a aussi l'idée que ces savoirs-là, on les fait aussi parce que dans la vie de tous les jours, ça a une utilité et on le relie aux activités scolaires, aux activités justement non scolaires, mais sociales de référence. D'accord? Et puis on va avoir l'idée aussi que c'est rendre utile socialement dans la vie de la société les apprentissages faits à l'école. Vous voyez bien le lien directement avec les usages sociaux de référence. Mais là, l'idée, c'est non seulement on fait référence à l'usage social qu'il y a dans le monde, j'ai envie de dire adulte de la société, mais c'est aussi le rendre utile socialement sur le moment. C'est-à-dire, euh, l'EPS fait référence aux activités du cirque que les gamins pourraient pratiquer plus tard. Rendre utile socialement, c'est tout de suite. C'est-à-dire, comment ça va être utile dans la vie du groupe, dans la vie sociale, maintenant, ce qu'on va faire là, et pas seulement pour un usage scolaire, c'est-à-dire faire un travail pour avoir une bonne note. Voilà. Et évidemment, on va illustrer ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de relier les activités scolaires aux usages sociaux? Eh bien, il faut savoir revenir à la constitution des savoirs humains. Les savoirs humains, anthropologiquement, ils sont constitués dans 2 buts. Le premier, c'est la survie de l'espèce, survie individuelle et donc survie de l'espèce. C'est la première chose. Pourquoi il est nécessaire d'avoir certains savoirs? Et là, on va revenir vraiment à la base de la base. L'utilité de savoir faire du feu, c'est évidemment la survie de l'espèce et la survie individuelle. Et puis, il y a l'amélioration des conditions de vie. Et là, je vais reprendre toujours euh, le feu. Le feu va servir aussi à se réchauffer, à pouvoir cuire les aliments, etc. Donc il y a une notion de confort aussi. Les savoirs humains ont servi beaucoup à ça, que ce soit des savoirs de type technique, hein, c'est-à-dire la production d'artefacts, d'outils par les êtres humains, ou même les règles sociales qui sont aussi de comment on fait pour vivre tous ensemble en groupe, sans s'entretuer joyeusement les uns les autres, et qu'on ait une coordination sociale. Donc vous avez du côté des savoirs humains, toujours ces 2 buts-là. Voilà. Il est évident que c'est assez éloigné de l'image que peut se faire un gamin quand il apprend certaines choses à l'école. Il n'est pas sûr qu'effectivement, étudier le romantisme allemand, ça fasse directement partie des améliorations des conditions de vie et peut-être encore moins de la survie individuelle de l'espèce, vu qu'ils ont tendance à se suicider, les romantiques allemands. Donc, si vous voulez, on a quand même quelque chose qui est que la transmission va permettre la conservation des savoirs, ça assure la survie de la transcendance,
la descendance, pardon, et la survie génétique de l'espèce. Ça, on est bien d'accord. Mais vous voyez bien que cette question-là, elle n'est pas simple à faire relier dans la classe. Alors comment on va faire pour relier ça? L'utilité de relier, c'est que l'accumulation au fil du temps des savoirs humains, ça a rendu nécessaire, d'une part, le long moment d'apprentissage de ce savoir, c'est-à-dire la durée de la scolarisation obligatoire, est de plus en plus longue, puisque je vous rappelle que maintenant elle va de 3, c'est-à-dire une petite section, jusqu'à 16 ans, et on parle même d'obligation de formation jusqu'à 18 ans. Et puis vous avez aussi dans ce temps-là, c'est que l'accumulation de ces savoirs a rendu obligatoire la spécialisation. On se spécialise au bout d'un moment sur une forme de savoir qu'on va, parce qu'il est impossible de tout maîtriser aujourd'hui. Vous n'avez plus de génie, je les ai marqués, je les ai écrits omnisavants là pour donner l'idée, comme De Vinci, Descartes ou Blaise Pascal, qui étaient à la fois des philosophes, des lettrés, des ingénieurs, tout ça en même temps. Aujourd'hui, on spécialise énormément. Donc, cette accumulation de savoir fait que on allonge la durée obligatoire d'apprentissage en apprenant beaucoup de choses qui forcément on a plus de mal à voir à quoi elles servent, et notamment dans le cas on utilise aussi des outils de savoir comme les maths ou la langue qui sont des outils pour apprendre. Et puis vous avez le fait que effectivement il va être impossible à un moment donné de tout savoir, donc on va se spécialiser. Cette accumulation-là, elle explique aussi pourquoi on a le recours au programme. On a des concepteurs, ce sont des décisions politiques, des concepteurs de programme qui vont déterminer, parmi l'ensemble des savoirs accumulés, de quoi vont avoir besoin les futurs citoyens. Et donc, qu'est-ce qu'on va donner à apprendre aux jeunes dans les classes. Et évidemment, on va faire là-dedans un tri. On va donner des compétences, des connaissances en premier, bien sûr. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de compétences à acquérir. Les savoir-être, vous savez que de plus en plus sont explicitement nommés. Et vous en arrivez vite à comprendre pourquoi on a besoin d'un socle commun de connaissances et de compétences. Voilà, l'idée du socle commun, c'est vraiment ça. C'est parmi tous les savoirs accumulés, qu'est-ce que tout le monde doit savoir. Alors, une fois qu'on a fait ce tri, qu'on a opéré ce tri parmi les savoirs, il va falloir les rendre transmissibles. Et ça, c'est le travail de la transposition didactique. Quand vous faites ça, quand vous prenez les savoirs sociaux, donc qui sont censés assurer la survie de l'espèce et le confort des conditions de vie, vous, parmi ça, vous faites un tri. Et dans ce tri, vous prenez cette partie que vous allez maintenant transformer pour qu'elle puisse être un objet d'apprentissage. Évidemment, vous dénaturez les savoirs et vous les coupez de leur situation d'émergence originelle. Et c'est ça qui fait qu'il y a une perte pour les élèves du sens de tout ça. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur la transposition didactique parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais de revenir dessus, c'est toujours intéressant. La transposition didactique, c'est quoi? C'est ce que je vous disais, au fur et à mesure de l'existence humaine, de l'humanité, on a la constitution de savoirs savants, qui sont construits dans les champs disciplinaires d'origine, et la constitution de savoirs d'expérience, construits dans le champ des pratiques professionnelles et sociales. Évidemment, il y a un lien entre les deux. On est d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des savoirs d'expérience qui s'appuient sur les savoirs savants, etc. C'est-à-dire que pour faire des ponts, il faut évidemment des savoirs d'expérience et il faut évidemment la possibilité de faire du calcul dans la résistance des matériaux. Ces savoirs-là sont normalement dans la vie pleinement en écho, c'est la dichotomie théorie-pratique qui n'a pas vraiment lieu d'être. Là-dedans, l'institution va faire le choix des savoirs enseignés. Qu'est-ce qu'elle prend dans le champ des savoirs savants? Qu'est-ce qu'elle prend dans le champ des savoirs d'expérience? Et d'emblée, vous voyez bien qu'elle peut laisser tomber une certaine partie. Par exemple, pour les savoirs d'expérience, elle peut décider de les couper totalement des champs théoriques. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce qui va se passer pour les maths. On va longtemps utiliser les maths comme un savoir en tant que tel, pas relié à des savoirs d'expérience.
On n'apprend pas les maths pour faire des cathédrales. L'institution fait le choix des savoirs enseignés. Nouvelle étape dans la transformation des savoirs, c'est l'adaptation des savoirs selon le niveau des élèves, les filières, etc. Et ça, c'est fait par les enseignants en général. Vous aboutissez à la production de savoirs scolaires. Ils sont construits dans le champ de l'école pour être enseignés. Ils sont plus construits dans le champ des disciplinaires d'origine, ils sont plus construits dans le champ des pratiques professionnelles, ils sont construits dans le champ de l'école. Évidemment, ils ont un rapport de validité pour les savoirs savants, parce qu'il y a une pertinence épistémologique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'histoire, on les relie aux savoirs savants, qui font que ces savoirs-là sont valides, ce qu'on apprend en maths est vrai du point de vue des savoirs savants, et puis ils ont une utilité par rapport au réel social, parce qu'il y a une pertinence sociale de ce qu'on apprend. Seulement ça, c'est plus difficile à voir pour les élèves. Cette transposition didactique-là, ça fait que ce que les élèves voient bien, c'est ce rapport au savoir scolaire. Ça, c'est plus difficile. Évidemment, plus on va avancer et plus on va se spécialiser, plus on va retourner au savoir d'expérience. C'est évident que pour ceux qui sont en SECPA, EREA, etc., ou en lycée professionnel, évidemment, on va faire un lien beaucoup plus fort entre savoir scolaire et savoir d'expérience. Et quand je dis beaucoup plus fort, on y reviendra, toute la question, c'est quelle est la force de ce livre. Par contre, là, souvent, la pertinence épistémologique, et on y reviendra sur la pertinence épistémologique, souvent, on n'y fait pas référence. Vous allez voir. Je vais vous donner un exemple très simple de ça. Vous savez qu'on définit souvent la lecture comme l'activité qui part de la reconnaissance multipliée par la compréhension, et que l'acte de lire, c'est ça, c'est-à-dire le fait de reconnaître les graphèmes, de pouvoir les transformer en phonèmes eux-mêmes, font que ça s'adresse à nous, justement dans notre lexique interne, c'est ce qu'on appelle la voie d'adressage, et que ça nous permet, une fois la reconnaissance du mot, de pouvoir accéder à une compréhension globale de la suite de mots, et lire, ça nous permet de comprendre. Jusque-là, on est OK là-dessus. Seulement, ce qu'on fait, c'est que, effectivement, pour apprendre à lire, eh ben, on va avoir des activités de R, de reconnaissance, l'apprentissage du code, et puis on va avoir des activités autour de C, la compréhension. Et qu'est-ce qu'on fait le plus souvent pour habituer les élèves à comprendre? Eh ben, on leur fait lire des choses et on leur fait remplir des questionnaires. Et là, vous voyez bien que le rapport au savoir d'expérience, au savoir savant, c'est très compliqué. Qui remplit des questionnaires dans la vie de tous les jours pour savoir s'il a bien lu? Personne, évidemment. Donc l'élève, ce que lui retient dans les questionnaires, c'est pas tellement que ça lui apprend à avoir le réflexe de comprendre ce qu'il lit, c'est qu'il a l'habitude d'avoir une tâche scolaire où on lui demande de faire des questionnaires, et il ne sait pas très bien à quoi ça sert les questionnaires, à part à avoir une bonne note. Alors socialiser les apprentissages, ça va être tenter de lier les apprentissages, tenter de lier les connaissances, les compétences, à leur utilité première dans la vie réelle. Voilà, on va essayer de faire ça le plus souvent possible. Évidemment, c'est pas simple et c'est pas possible tout le temps, mais on va voir dans quelles conditions on peut le faire le plus souvent possible. Et aussi même, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en dit quand on peut pas le faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le moins possible des situations artificielles. Voilà. On va créer des conditions réelles et on apprend dans le but que ce savoir nous soit utile dans les conditions réelles qu'on a provoquées en tant qu'enseignant. Je vais vous donner tout de suite l'exemple de la carte postale. Voilà. Vous trouvez facilement dans les manuels, au cycle 2, au cycle 3, comment apprendre à écrire une carte postale. Et bien là, vous avez l'exemple. Comment écrire avec une carte postale? Et bien on dit reconstituer la carte postale suivante à l'aide des phrases ci-dessous. Il y a les bouts de petites phrases, là, donc je t'embrasse, je visite la Tour Eiffel, Paris le 12 juillet, etc. Vous avez donc les éléments du corpus du texte, la date, la signature, les éléments évidemment de l'adresse, etc. Et le but du jeu, c'est de remettre dans l'ordre. Et si on a bien remis dans l'ordre, on a une bonne note. Voilà. Évidemment, ça, c'est typiquement le genre d'apprentissage qu'on peut faire en situation réelle. Voilà. Pourquoi apprendre à écrire une carte postale comme ça, écrite par un enfant qui dit « cher papa » et qui raconte sa visite de la Tour Eiffel? Le plus simple, ça reste quand même
d'étudier la carte postale quand on aura besoin d'écrire des cartes postales. Voilà. Alors, pareil pour la recette de cuisine, faire lire une recette de cuisine à des élèves sans la faire réaliser. Voilà. Il y a un grand intérêt là-dedans, c'est pas juste que ça donne du sens aux gamins, c'est aussi que, en termes d'évaluation, c'est ce qui va être intéressant, c'est que on va décaler l'enfant de la note et de l'appréciation arbitraire du professeur pour aller vers la validité sociale de ça. Est-ce que la date est bien mise? Oui, très bien, super. Est-ce que l'adresse est bien mise? Ah, bah là, tu as intérêt à pas te tromper, parce que sinon, la lettre, elle n'arrive jamais. C'est ça qui va faire office d'évaluation, et c'est ça qui doit permettre à l'élève d'être motivé, pas la note. La recette de cuisine, mon coco, tu veux pas m'écouter? Très bien. Mais évidemment, le gâteau va être raté. Ce qui va introduire un autre rapport aux jeunes avec la consigne. Vous avez le cas typique, c'est quand vous faites des mesures, l'intérêt des mesures, c'est de mesurer quelque chose pour que ça tienne ou que ça rentre. Voilà, bon, il est toujours possible de refaire les buts. Il y a toujours il y a toujours la possibilité de refaire des buts dans la récré, il y a toujours l'opportunité de travailler avec la mairie, etc. Enfin, bref, il y a toujours un endroit où on a besoin de retracer des lignes pour de vrai. C'est là où il faut faire l'apprentissage de ce qu'est la diagonale, de ce qu'est la perpendiculaire, etc., etc. C'est là où ça devient intéressant de faire de la géométrie. La géométrie pour apprendre, pour faire réellement quelque chose dans un dessin, etc. Et si possible, encore plus pour faire des buts dans la cour. Si c'est pas droit, si vous n'avez pas réussi à faire des parallèles et des perpendiculaires, le but il n'est pas droit. Bon, l'idée c'est quand même ça, c'est que tout ce que vous pouvez directement faire apprendre dans une fonction sociale, vous le faites. Voilà. Évidemment, dans cette fonction sociale, et c'est là où je vous disais qu'il y a quelque chose de l'apprentissage des règles sociales et du travail de groupe, c'est que souvent ça va s'adresser à l'autre. La carte postale, elle s'adresse à l'autre. Le but, on va se mettre d'accord à plusieurs pour savoir où on le met, etc. Mais dans la vie, c'est comme ça. C'est rarement un type tout seul qui décide de là où il met le but. Et cela a une fonction sociale aussi par rapport à l'activité de référence. Ok? Bon, c'est évidemment, j'ai pris des exemples simples, mais l'idée, c'est de prendre toujours, d'avoir ce réflexe d'essayer de faire comme ça. Alors, comment vous allez faire concrètement? Toujours pareil, hein. Et c'est pas étonnant, dès qu'on va parler d'activités de socialisation, dès qu'on va parler d'activités d'échange, vous aurez la pertinence de travailler à partir de conseils. Alors, je vous rappelle que si vous ne faites pas de conseils coopératifs au sens de Freinet ou au sens de la pédagogie institutionnelle, vous avez des conseils de classe, et ces conseils de classe doivent, selon moi, être des moments d'échange avec les élèves. Alors, vous avez la possibilité de partir des centres d'intérêt des élèves, ou de son projet personnel, notamment quand il est professionnel. Vous pouvez associer l'élève à l'élaboration de ses savoirs, oui. On va reprendre l'exemple de la carte postale. Vous avez envie qu'il travaille la carte postale, ça vous paraît important. Bon, c'est très simple, hein. Même si l'idéal, évidemment, et moi je le faisais beaucoup comme ça, c'est on partait en voyage, il fallait écrire aux parents. Mais si vous n'avez pas les moyens de faire ça, et sans doute vous ne l'aurez pas tous les ans, ça peut très bien être, écoutez, on va écrire une carte postale à quelqu'un qu'on admire. Voilà, peu importe. Et on trouve, aujourd'hui c'est plutôt facile, on trouve l'endroit où on peut écrire ça, la maison de disque si c'est une star, etc. Peu importe. L'idée, c'est qu'on écrit pour de vrai. La pédagogie explicite, j'y reviens parce que, justement, dans la pédagogie explicite, il y a le moyen pour vous de dire quelque chose à propos des apprentissages, et je pense aussi aux apprentissages mathématiques savants. Travailler sur le fait que parfois, on apprend ça et que l'utilité, c'est pas maintenant. Mais au lieu de répondre simplement, tu verras quand tu seras grand, tu sauras à quoi ça sert, c'est quand même intéressant de pouvoir dire aux jeunes, dans la vie de tous les jours, ce type de savoir, on l'utilise dans tel métier, on l'utilise dans telle situation. Votre papa, quand il fait ça, en fait, il fait ça. Lier savoir théorique et pratique, c'est extrêmement important. Dans plein de cas, on peut le faire. On peut vraiment le faire.
je pense en maths, tout ce qui est le domaine des mesures, quelque part, voilà, ça devrait être totalement, tout le temps, relié à un problème pratique. D'ailleurs, c'est ce que faisait Fresnel, hein, c'est avec la monnaie, etc. C'est-à-dire que les maths, la plupart du temps, étaient faits euh, directement liés à une situation de classe, et notamment la coopérative, qui était le moyen de traiter mathématiquement tout un tas de choses à travers la monnaie qu'on ramenait, coûtait, utilisait pour faire des activités. Alors vous avez l'idée quand même de vous dire comment on pourrait faire pour quelqu'un, pour faire quelque chose, etc. Dites-vous quand il y a un apprentissage, à quoi ça sert et comment on pourrait faire en sorte de le faire pour quelqu'un. J'ai rajouté faire avec parce que c'est un bon moyen de motiver les élèves, c'est d'être avec eux. Évidemment, la pédagogie de projet, là, elle a toute sa place. La pédagogie de projet, elle est extrêmement performante pour ça. Évidemment. Je ne reviens même pas dessus. La pédagogie de détour, c'est aussi l'idée que certains apprentissages, ils ne sont pas scolaires, mais ils restent des apprentissages. Tom Kiewicz, quand il travaille la pédagogie de détour, il travaille avec des élèves qui sont très très éloignés du scolaire, et il se rend bien compte que si il commence à leur donner du travail qui a tous les atours du scolaire, il va y avoir un effet vraiment, c'est par rapport aux décrocheurs, hein, il va y avoir vraiment un effet rédhibitoire de ça, et où en fait il va essayer de les intéresser à des objets de savoir qui ne sont pas des objets scolaires, et pour ce faire, il prend des objets où il opère finalement le moins de transposition didactique possible. J'ai mis jeu, enjeu, concours. Oui, dès qu'il y a un peu d'enjeu, c'est un peu rigolo, c'est un peu motivant. Les concours, vous le savez bien, ça motive la classe. On essaye de faire. Bon, c'est un moyen de socialiser dans le sens où ce qu'on fait va être validé non pas seulement par une note, mais par une place, un classement, etc. Et puis, c'est là où je voulais y revenir, je vous ai parlé d'épistémologie, l'histoire des sciences, l'épistémologie, pour des apprentissages, notamment en maths, qui sont un peu arides comme ça. Vous avez toujours la possibilité de parler du contexte ou d'émergence de ce savoir. À quoi il a servi au départ? Pourquoi on est allé voir ça? Et les gamins sont friands de ça. Les gamins sont très intéressés par d'où viennent les lettres. Pourquoi le V, il a cette forme-là? Moi, par exemple, je racontais toujours l'histoire du V, qui vient sans doute d'un mot qui ressemblait à vache, et le V représente en fait la tête de la vache. Et au fur et à mesure, pour gagner du temps, c'est devenu que le V. Bon, raconter ce type d'histoire, ça les intéresse. Ça les intéresse. Alors, concrètement, à l'école primaire, comment on va faire? On va essayer quand même de rentrer toujours plus dans la socialisation. Vous avez des atouts, c'est que vous êtes pluridisciplinaire. Donc c'est facile pour les PE de travailler sur un projet qui mêlera plusieurs disciplines. Évidemment le français parce qu'on va avoir besoin d'échanger, etc. Sous la question des conseils, mais on pourra faire de la peinture pour rendre ça beau. On aura besoin des mesures. Je ne sais pas si on va faire des petits bonshommes pour réaliser un théâtre de marionnettes. Vous pourrez mettre ça dans l'art plastique, dans les mesures, etc. Vous avez la chance, quand vous êtes PE, d'avoir une maîtrise relative, mais quand même, de la temporalité des apprentissages. Si vous avez envie de bloquer une après-midi pour travailler sur quelque chose, vous pouvez le faire. C'est relatif, hein, cette maîtrise, mais il y a quand même la possibilité. Et puis, vous avez ce côté possibilité de travail de groupe avec la classe, d'enchaîner sur des effets de groupe avec un effet maître qui est quand même très très fort. Les apprentissages fondamentaux sont peu abstraits, ce qui fait que souvent c'est facile de les relier à une situation réelle. En maternelle, vous avez tous ces atouts-là dont on vient de parler, puisque vous êtes PA. Et puis là, je revenais sur l'importance du jeu. Et c'est rigolo parce que là, je vous prends un exemple qui est arrivé pendant le confinement. Pendant le confinement, donc la petite qui est en moyenne section, ma fille, je vois que la maîtresse commence à travailler le surcomptage à distance. Pas évident le surcomptage, hein. C'est-à-dire, vous savez, on part plus de 1, mais on commence à 5, 6, 7, 8, etc. Bon, elle commence à leur faire ça en disant, bon, on compte les premières fleurs, voilà, il y a 5 fleurs roses, et puis il va falloir ajouter les fleurs bleues pour repartir de 5, et ainsi de suite. Bon,
super, hein, rien à dire, hein, voilà, l'instinct de ma fille est super, mais une fois que j'ai vu qu'on faisait ça, nous, on a joué en classe, j'allais dire en classe, on a joué ensemble à, dans un jeu où il y a 2 dés, et il faut comparer les dés de chacun notre lancer, et donc je l'obligeais à surcompter pour gagner du temps, quoi. Évidemment, elle prend le plus grand dé, elle commence de 5, 6, 7, 8, 8, t'as 8, j'ai 4, t'as gagné. Euh, Tout simplement pour dire que quand on joue avec des dés, hein, quand on joue avec des dés ou avec moi, hein, quand on joue avec les dés et qu'on surcompte et qu'on fait des lancers, en quelques minutes, on a surcompté 15-20 fois, quoi. Si vous faites ça sur papier, bah, c'est bien pour apprendre, mais sur papier, ça dure 5 minutes pour avoir je surcompte, je mets en rose, vous voyez. Là, l'idée, c'est bien que dans le fait de surcompter, c'est un réflexe qu'on doit prendre, c'est une façon de faire, boum, et on transfère aussi, hein, entre la feuille et hop, à quoi ça sert dans le jeu. Donc en maternelle, il y a quand même toujours la possibilité, enfin toujours ce serait exagéré, mais très souvent l'opportunité de faire de ce travail un jeu et un jeu social. Évidemment l'enjeu, éviter les situations artificielles au maximum, vous voyez bien. En élémentaire, pareil, et le recours à la pédagogie de projet, et j'ai marqué des mini-projets, j'ai marqué plus ambitieux, en fait c'est moins ambitieux, et pluridisciplinaire. Bien sûr, vous avez les grands projets, ambitieux, pluridisciplinaires, mais vous avez des projets, mini-projets, qui sont moins ambitieux et qui peuvent être monodisciplinaires pour le coup. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Ne pensez pas qu'à des grands projets très compliqués, pensez aussi à des petits projets qui peuvent s'insérer dans une séquence. La pédagogie explicite, je vous ai dit, en primaire, on parle de l'émergence des savoirs. Dans le secondaire, je vais distinguer 2 cas. Dans le secondaire, vous avez le cas des collèges et des lycées ordinaires. Dans ce cas-là, vous avez un saucissonnage artificiel des savoirs, des disciplines, et le découpage en horaire. Et juste pour l'anecdote, puisqu'on parle d'émergence du savoir, eh ben, cette façon de saucissonner les savoirs en disciplines très coupées comme ça, et avec des horaires très saucissonnés, ça vient des ordres monastiques du Moyen-Âge, les ordres religieux, où effectivement toute la journée était scandée comme ça par un saucissonnage extrêmement fort de ce que devaient apprendre en théologie et dans les autres disciplines, les moines, etc. Voilà. Donc juste pour vous dire qu'on est héritier de ça. Il y a d'ailleurs il y a toutes les études qui travaillent sur quelle est la bonne durée d'un cours, c'est jamais 1 heure. 3/4 d'heure, c'est mieux. Euh, c'est pas pour rien si on a eu la réforme autour des EPI hein, là, il y a quelques années, c'est la difficulté à faire l'interdisciplinarité qui permet pas justement de relier les différents savoirs et de leur donner une cohérence et de reproduire la synergie qu'il y a dans la vraie vie. Dans la vraie vie, pour peindre, pour faire la plupart des travaux, vous lisez, vous mesurez, etc. Enfin, tout ce que vous avez à faire dans les savoirs issus de l'expérience professionnelle, mélange des types de savoirs, mélange des disciplines pour arriver à un résultat. Alors, c'est là où aussi on se tourne de plus en plus vers la diplomation, vous voyez bien, hein, c'est-à-dire que la transposition didactique fait qu'on a tout un tas de savoirs qui sont passés par la moulinette de la transposition à acquérir, et ben comment on va faire? On va faire un contrôle de la connaissance et on va donner un diplôme qui va valider tout ça. Vous voyez comment tout ça forme un vase clos et ça va motiver les élèves pour les notes. Voilà. Ce qui fait que la diplomation, que les élèves sont du côté des notes, c'est parce que qu'est-ce qui fait sens pour eux? En quoi leurs apprentissages sont socialisés? Ils sont socialisés parce qu'il y a un diplôme qui est reconnu socialement. Finalement, on a provoqué nous-mêmes le fait que les élèves soient arc-boutés sur les apprentissages scolaires au niveau de la note. Alors, je vous ai dit que je distinguais 2 cas, hein, puisque là, il va falloir essayer de motiver les élèves autour de la diplomation. En secteur en LR, en lycée professionnel, l'enjeu pour moi, il est lié, c'est évident, les savoirs théoriques et les savoirs pratiques. Le lien entre les PE et les PLP, les professeurs d'atelier, bah, il doit être extrêmement fort. Extrêmement fort. Plus il est fort,
plus vous aurez de facilité à faire l'aller-retour entre ce qui se passe en atelier, ce qui se passe pendant les stages et ce qui se passe avec vous en classe. Plus ça, c'est lié, plus les élèves vont pouvoir s'y retrouver. Je vous ai mis l'exemple de la DIMA ou des MFR où ça s'est poussé jusqu'au, j'ai envie de dire, jusqu'au bout. En DIMA ou en MFR, vous avez le fait que très souvent, profs d'atelier, profs professionnels et profs de savoir théorique, c'est les mêmes. Et du coup, on a des, pas partout, hein, mais on a un lien extrêmement fort. Moi, j'ai vu une DIMA qui travaillait en fait où le prof du matin, c'est le même que le prof de l'après-midi, et les savoirs du matin sont les savoirs en classe, et l'après-midi, c'est l'application des savoirs en classe dans une tâche qui est, elle, plutôt, on va dire, professionnelle ou manuelle. Voilà. Et c'est le même prof. Et donc, évidemment, bah là, c'est très facile de pouvoir passer de l'un à l'autre en permanence. Dans les MFR, les maisons familiales et rurales, vous savez, le lien entre, c'est les apprentissages des travaux autour des métiers de la ferme, hein, des métiers agricoles, ça va d'être d'ouvrier agricole à chef d'une grosse entreprise, d'une grosse exploitation. Là aussi, vous avez très peu de professeurs différents et ils sont tous très très impliqués, autant sur le côté pratique que sur le côté théorique. Quoi. Avec là vraiment quelque chose de très 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 attaché. Et ça a évidemment des effets professionnalisants extrêmement forts et motivants pour les élèves. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes en secteur en REA et que vous n'avez pas cette puissance de feu qu'on a d'IMA et les MFR dans le sens où vous avez quand même ce saucissonnage, l'articulation des collèges, etc. Euh, Appuyez-vous sur l'idée que le projet professionnel, on peut le travailler comme une pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'il est intéressant d'aller voir ce que dit la pédagogie de projet, on avait travaillé ensemble, hein, de Legrand, et puis de voir bah, si on essaie de transposer ça au projet professionnel, ça donne quoi. Quand même, une difficulté que vous avez, même si c'est un vrai atout d'avoir des élèves qui ont des champs professionnels, parce qu'en théorie, ils sont plus, justement, en théorie, ils sont plus motivés. Euh, dans la réalité, on sait qu'on a beaucoup d'orientation par défaut, ce qui fait que la motivation vers le projet professionnel, elle est relative. D'accord. C'est pour ça que je vous ai mis une petite BD. La petite BD là, vous la lirez. C'est juste pour relativiser le fait que les élèves sont forcément motivés parce qu'ils vont en section professionnelle. Et ça, lisez les 2 pages là, voilà, puisque je vous envoie le PowerPoint. Prenez le temps de lire ça avant de passer à la prochaine question qu'on va traiter ensemble.